de contact entre le président du Faso et le nouveau gouvernement, quelques heures seulement après sa formation. C'est une équipe de 32 ministres. Le Premier ministre Christophe Dabiré est revenu sur les grands chantiers qui l'attendent. Sécurité, économie, cohésion sociale. Vous l'entendrez dans ce 19h30. Et pendant ce temps, grande mobilisation des élèves dans les rues de Ouagadougou ce 24 janvier. Ils ont manifesté contre la suspension des évaluations décidées par la CNSE depuis le 3 décembre 2018. Et puis, passation de pouvoir historique en RDC. Le président élu Félix Tshisekedi a prêté serment ce 24 janvier, une grande première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. 32 ministres, dont 2 ministres d'État, celui de la Défense et celui en charge de l'administration territoriale. 7 femmes, voilà la mouture de la nouvelle équipe gouvernementale dévoilée ce 24 janvier avec à sa tête le Premier ministre Christophe Dabiré. Une prise de contact a eu lieu aujourd'hui même dans la foulée au palais de Kosiam, comme vous pouvez le voir sur ces images, les ministres arrivant un à un au palais de Kosiam. Puis dans la salle, une prise de contact d'une demi-heure environ où les ministres se sont retrouvés autour de la table avec le chef de l'État, comme vous pouvez le voir sur ces images. Après la photo de famille, voilà, le Premier ministre a accordé aux journalistes quelques questions. Nous allons y revenir, mais nous avons, tenté d'écouter certains ministres qui étaient sur place. Personne n'a voulu nous parler, respectant un mot d'ordre du service de communication de Kosiam, et ce, malgré l'insistance de nos reporters. Premier parmi un mot. Comme vous êtes à la définition, c'est l'infanterie, on veut la définition maintenant. L'autre, bon, vous n'avez pas défini l'infanterie pour nous. Non. Le gars là-bas. Lequel? Là. Ah, monsieur Rémi Dandinou. Ok. D'accord, on va essayer. Monsieur le ministre, l'Assemblée a ici, on vous sentez là, hein? Ça fait 2 mots. Ça fait 5 km. C'est à côté. Et l'Assemblée, ça fait 5 km. Non, monsieur, vous, c'est quel ministre? Excusez. Oh, si vous êtes... Non. Merci. Bon. Pourquoi personne ne veut parler? Le père m'a parlé pour tout le monde. Monsieur le ministre, le fonds commun, vous avez défini le dossier. Ah, il m'a dit sourire, il y a 2 mots. Madame, s'il vous plaît, c'est la tante, excusez-moi. Non, vous attendez comme premier dans 2014, maintenant vous êtes ministre de la Santé. On est ravis, quoi. Vos premiers mots? Pas pour le moment, après. Non. 64-42. Monsieur le ministre, bonne arrivée. Merci. Pas d'interview, s'il vous plaît. Pardon, moi je ne suis pas ministre. Mais il parle au Samo, là, il ne peut pas me parler. Le fonds commun, ça devient quoi, monsieur le ministre? C'est une photo. Non, vous aurez l'occasion de faire... C'est dans 2 maintenant. On vous allège, hein? Monsieur... C'est bon? Pas d'interview. Non, on est amis. En fait, voilà. Excusez. Donc c'est 2 maintenant, monsieur le ministre. On fait comment? On parlera après. Oui. D'accord. Donc on vous croit, hein? En bonne et due fois. D'accord. Excusez, vous, c'est quel ministre? Ministre de l'État. Non, je veux juste savoir. Bon, hors micro, c'est Pas d'interview. On se présente vous aurez d'abord. l'occasion. Non, vous aurez d'autres occasions. Vous-même, c'est quel ministre? Vous le connaissez? On nous a dit de ne pas parler. C'est des consignes. On va venir après. Ah, d'accord. Voilà, c'est pour ça. Ça va. D'accord. Vous l'avez suivi ici, les consignes sont claires. Le Premier ministre a parlé, aucun autre ministre ne parle aujourd'hui. C'est la prise de contact. Je suppose qu'il y a le trac, le stress et peut-être la peur pour le début. On s'est dit, bon, par la suite, les langues vont se délier. Si ce que nous avons tenté, c'est que nous avons pu, ben, la prochaine fois sera la bonne. Voilà, nous allons revenir plus en large sur les coulisses de cette prise de contact dans le journal de l'humour dans quelques jours. Mais le Premier ministre, lui, a accepté d'accorder quelques questions à des journalistes. Écoutez-le, il répond ici à un journaliste qui lui demande si son âge, 71 ans, ne serait pas problématique face à l'ampleur des défis et des tâches
qui l'attendent. Écoutez, c'est un Christophe Dabiré qui s'est monté quelque peu agacé. C'est une non-question. Votre pays est constitué de jeunes, de femmes, d'enfants et des seniors. Et dans tous les pays du monde, les seniors apportent leur contribution au développement. Quel que soit leur âge, il suffit simplement de s'organiser, de faire en sorte que l'expérience développée par les seniors puisse être bénéfique pour ceux qui appartiennent aux générations futures. Nous sommes conscients, et je suis le premier à le dire, nous sommes conscients que le glissement générationnel est amorcé. Il est amorcé, le glissement générationnel est effectivement amorcé. Nous savons que dans un proche avenir, le prochain président du Faso ne sera pas quelqu'un qui a 70, 75 ans, comme dans certains pays. Parce que notre pays a pris conscience que les jeunes constituent la force de frappe, mais il faut donner les moyens à cette jeunesse-là de pouvoir faire son travail, de pouvoir accéder aux décisions, de pouvoir participer à la décision pour que les seniors puissent leur laisser la place en étant satisfaits d'avoir fait leur devoir et leur travail. Le gouvernement que je dirige, quand j'ai fait les consultations, ils sont là, vous pouvez leur demander, je n'ai demandé à aucun des ministres pressentis quel était son âge. J'ai regardé la constitution de ses capacités, ce qu'il a déjà apporté au niveau du pays et ce qu'il est prêt à apporter au niveau de ce pays-là. Et à partir de là, j'ai demandé au chef de l'État, je pense que celui-là, il peut faire le travail parce qu'il a la conviction, il a l'état d'esprit que nous souhaitons avoir aujourd'hui, quel que soit son âge. Et le jour venu, lorsque on sentira qu'il est nécessaire de faire les aménagements ministériels et indispensables, nous le ferons. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 7 femmes dans le nouveau gouvernement. Le chef de l'État, dans sa déclaration de décembre, a dit « Je m'engage à faire en sorte qu'il y ait 30% de femmes dans le prochain gouvernement que je vais constituer ». Nous n'avons pas atteint les 30%. Nous sommes à 22, je crois qu'à 22%. Mais j'ai pris la responsabilité de lui expliquer que nous devons travailler à faire en sorte que son engagement soit réalisé. Mais s'il vous plaît, Monsieur le Président, donnez-moi le temps de voir venir. Voilà, c'est décidément un agenda très chargé pour Christophe Dabiré ce 24 janvier. On le retrouve ici un peu plus tôt dans la matinée à la passation de charges avec Paul Kabatieba, son prédécesseur, Roméo Koyeta. Le Premier ministre, tous les documents sont là. Avant de partir, Paul Kabatieba prend le soin d'expliquer, de donner le rôle de chaque document stratégique à son successeur. Ensuite, l'un d'eux est remis symboliquement au nouveau maître des lieux. 96 heures après sa nomination, Christophe Marie-Joseph Dabiré endosse officiellement son statut de nouveau chef du gouvernement du Burkina Faso. Quant à son prédécesseur, Paul Kabatieba, il cède son fauteuil après 3 ans au Premier ministère. La cérémonie s'est déroulée dans le silence absolu. Pas un seul mot pipé à la presse. Les deux personnalités se sont retirées pour s'entretenir à huis clos durant une trentaine de minutes. À leur sortie, ils échangent une chaude poignée de main sur le perron de la primature. Sur son compte Twitter, le nouveau Premier ministre a remercié son prédécesseur pour, dit-il, les services rendus à la nation. Quant à lui, il compte s'atteler sans plus tarder à sa nouvelle mission. L'ère Paul Kabatieba s'est terminée, s'ouvre celle de Christophe Marie-Joseph Dabiré qui aura 2 ans pour réussir là où son dévancier a échoué. Après la cérémonie, il a eu sa première séance de travail avec ses proches collaborateurs. Et avec nous sur ce plateau, Siaka Koulibaly, notre analyste politique. Siaka Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. La fumée blanche est sortie, 32 ministres pour la composition du nouveau gouvernement dans un aperçu premier global. Qu'est-ce qu'on peut déjà tirer comme remarque? Bon, disons que c'est déjà une bonne chose d'avoir un gouvernement. Après, le fait qu'il y ait eu une impression de flottement et que beaucoup s'étaient interrogés sur qu'est-ce qui s'est passé pour que le gouvernement mette autant de temps à être mis en place.
Quand on regarde, il faut peut-être faire une analyse d'ensemble, hein, plutôt que de se focaliser sur les individus qui sont membres du gouvernement maintenant. C'est que je constate d'abord que le chef de l'État a maintenu sa ligne de ne pas constituer des gouvernements directement issus du parti au pouvoir, avec des poids lourds de ce parti dans le gouvernement. Et on en avait déjà quelques-uns, mais maintenant, il s'est beaucoup allégé avec le départ de Simon Compaoré et de Clémence Ouedraogo, qui sont quand même des têtes fortes du parti au pouvoir. Donc là, on voit que le président se dote donc de personnalités qui n'ont pas une longue expérience du gouvernement, et donc qui sont pour la plupart là pour la première fois ou peut-être la deuxième fois, et qui sont aussi essentiellement issus du groupe qui a animé essentiellement la transition. Donc, c'est une orientation qui est donnée. On s'était attendu à avoir une équipe soit purement politique, soit purement technocratique. Et là, on a encore un gouvernement entre deux eaux, comme on le dit, qui ne sont ni l'un ni l'autre. Donc on s'est demandé, est-ce que les objectifs du départ du mandat du président, mais surtout les défis actuels, est-ce qu'ils ont bien été pris en compte afin de constituer l'équipe gouvernementale, afin qu'à partir de demain matin, que les choses commencent à changer dans les principaux secteurs des défis que nous avons, notamment la sécurité, l'économie et la cohésion sociale. Justement, pour ces trois secteurs que vous venez de citer, il y a eu un changement à la tête des ministères. Au niveau de la défense, il y a Chérif Sy qui vient, la sécurité, un autre ministre, et puis au niveau aussi de l'administration territoriale. Qu'est-ce qu'on peut dire, surtout au niveau de la sécurité et de la défense, ces changements? Quel signal cela donne? C'est vrai qu'avec le bilan que nous avons connu de 2016 à maintenant, beaucoup de Burkinabés avaient souhaité un changement de personnes à la tête de ces deux départements ministériels essentiellement. C'est chose faite aujourd'hui. Pour la sécurité, on peut penser que ce que beaucoup ont demandé, à savoir un militaire, c'est chose faite maintenant. On a un colonel de gendarmerie qui a une longue expérience dans les institutions internationales, où il a beaucoup servi, mais il peut avoir aussi certaines difficultés, certaines limites, parce qu'il a été hors du pays à peu près plus de 20 ans. Donc, on peut avoir un certain décalage entre ce qu'il a connu du système de sécurité et ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, il va peut-être lui falloir un temps pour adapter, s'approprier donc ce qui existe à l'heure actuelle. Pour la défense, en théorie, le ministre de la Défense n'est pas vraiment, je dirais, capital pour le succès du secteur de la défense. Sauf qu'ici, on s'est rendu compte que depuis 2016, au moins, ce secteur apparemment n'a pas bien fonctionné, vu les attaques dont le Burkina Faso a été victime, mais surtout les pertes en vie humaine au sein des forces de défense. Est-ce que Chérif Sy est l'homme de la situation au niveau de la défense? Ben ça, il faut attendre les premiers moments, voir quelles sont les orientations qu'il va nous proposer, surtout quelles sont les réformes qu'il va... Parce que le chef de l'État, dans son message de fin d'année, a parlé des réformes dans le secteur. Il a fait l'augmentation du budget de la défense, il a parlé des réformes à venir. C'est là où on va voir, est-ce que celui qui l'a mis à la défense est celui qui a les capacités et l'expérience pour concevoir une réforme du secteur de la défense. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, il y a un changement de personnes. Qu'est-ce que cela... Est-ce qu'on va avoir une autre orientation? Cela répond peut-être aux besoins d'un peu plus d'accalmie dans ce secteur vital pour l'économie burkinabé. Oui, sur ce secteur, je n'ai pas l'avantage de connaître le nouveau ministre de l'économie. J'espère bien qu'il vienne du même sérail que les autres agents du ministère, donc peut-être qu'il a certaines facilités, notamment au niveau de la gestion de la fraude sociale. Parce que comme on l'a vu à plusieurs reprises, le dialogue entre la ministre partante et les agents, notamment les syndicats, a été difficile à certains moments. Même si dans le fond, on aurait pu atteindre des objectifs, le dialogue étant difficile, on ne peut même pas atteindre ces objectifs-là. Peut-être que le nouveau ministre a des facilités à ce niveau pour discuter avec les agents, discuter avec les syndicats et peut-être ramener un climat serein de discussion pour pouvoir enfin regarder les problèmes au fond. Bon,
On le sait aussi dans ce secteur-là, les choses sont presque... les positions sont presque tranchées dans la mesure où la mesure sur laquelle essentiellement portait la contradiction, les fonds communs, a été décidée déjà au niveau parlementaire avec une loi qui fixe donc un certain plafond. Et on va voir est-ce que le nouveau ministre pourra convaincre les agents d'accepter cette réforme-là et surtout de les amener à faire plus de recouvrements, plus de recettes fiscales, de sorte que le gouvernement puisse avoir les moyens d'atteindre les différents objectifs sectoriels. Alors le nombre de ministres est passé de 33 à 32. Quand on parle de réduction du train de vie de l'État, certains observateurs avaient pensé qu'on allait peut-être réduire de manière significative le nombre de ministres. On voit que cela n'a pas eu lieu. Pour ma part, je ne sais pas si c'est le nombre de ministères en lui-même qui constitue un indice de réduction du train de vie de l'État, ou plutôt le fonctionnement. Par le passé, je crois qu'il y a certaines mesures qui ont heurté la sensibilité des Burkinabés, notamment l'achat des véhicules et la gestion donc des cabinets. C'est là où on pense que les grosses dépenses des différents départements ministériels se font. S'ils arrivent à maintenir la tendance à la réduction dans la gestion de leur cabinet, je pense qu'on pourra atteindre une réduction du train de vie de l'État, différemment donc du nombre de ministres, qui peut être un besoin de gestion du programme gouvernemental du chef de l'État. Merci Siaka Koulibaly d'être venu sur ce plateau pour analyser la composition du nouveau gouvernement burkinabé. Merci à vous. Je vous le disais, ce nouveau gouvernement, il compte 32 membres, dont 7 femmes et 2 ministres d'État. Qui s'en va, qui reste? Voici le point avec Abdourazak Traoré. Pour le premier gouvernement de Christophe Dabiré, on dénombre 8 départs et 7 arrivées. Qui sont ces nouveaux qui prennent le train en marche? C'est d'abord Chérif Sy, ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Ousseini Compaoré, ministre de la Sécurité. Lassane Kabouré, ministre en charge des Finances. Salif Ouedraogo, ministre de l'Agriculture. Léonie Claudine Lougué, au portefeuille de la Santé. Au département de la Jeunesse, c'est Salifou Thiam Touré qui est désigné. Aux droits humains, Maminata Ouattara. Madiara Sagnon Netou est ministre délégué chargé de la décentralisation et de la cohésion sociale. Quelles sont les priorités du gouvernement Christophe Dabiré? Désamorcer la tension sociale en appelant les partenaires sociaux sur la table de la discussion. De apporter des réponses précises aux préoccupations des travailleurs et apaiser le front social qui est aujourd'hui en ébullition. Il est évident que si nous voulons aller loin, comme vous avez l'habitude de le dire, le poisson pourri par la tête, il faudra qu'au niveau du gouvernement, nous prenions des dispositions pour réduire le train de vie de l'État. C'est un engagement que le président a pris à la fin de l'année lorsqu'il a prononcé son discours. Nous y travaillons et très rapidement, un séminaire gouvernemental va se pencher sur un certain nombre de mesures à prendre pour réduire le train de vie de l'État. L'autre grand défi pour Christophe Dabiré, c'est la restauration de l'autorité de l'État. À ce niveau, un symbole fort devrait être remarqué au sommet de l'État. On a l'habitude de dire restauration de l'autorité de l'État, développement de l'incivisme. Nous allons prendre des mesures, vous avez l'habitude de dire des mesures fortes, pour que cette question ne continue pas de traumatiser notre peuple. Le respect des textes que nous avons nous-mêmes édictés, c'est-à-dire les lois et les règlements que nous avons édictés, ne connaissent pas souvent d'application parce que les gens ne les connaissent pas, les populations ne les connaissent pas, ou quand bien même les populations les connaissent, elles les négligent et elles les mettent de côté pour faire pratiquement ce qu'elles veulent. Nous allons travailler à créer les conditions de cette prise de conscience-là. Au niveau de la jeunesse, au niveau de l'ensemble de la population, au niveau des femmes, au niveau des hommes, nous allons travailler à créer cette prise de conscience par un certain nombre de mesures que nous allons décider au niveau des séminaires gouvernementaux que nous allons organiser. Ces séminaires gouvernementaux, ça touche à la restauration de l'autorité de l'État, ça touche à la réduction du train de vie de l'État pour que nous puissions dégager le maximum de ressources possibles pour investir pour le développement. Et je crois... La réconciliation nationale constitue une autre priorité du nouveau gouvernement. Pour ce faire, la justice doit accélérer avec les dossiers afin d'amorcer le processus. À la fin de son premier mandat, que cette question soit résolue, car tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la justice doit être accéléré dans le sens de rétablir la vérité sur un certain nombre de questions, de
rétablir au niveau du pays la mise en œuvre des actions qui devraient permettre d'apaiser les cœurs et de faire en sorte que nous puissions, au niveau politique, nous retrouver autour d'une table pour réaliser cette réconciliation nationale. La sécurité se trouve également être un défi pour le nouveau gouvernement. Le ministère en charge de la décentralisation a été érigé en ministère d'État afin de comporter un ministère délégué en charge de la cohésion sociale. À présent, je vous propose d'écouter cette réaction de l'opposition à la formation du nouveau gouvernement. Pour elle, rien n'a fondamentalement changé. Eddy Kombo-Hugo, président du CDP. Alors, j'ai été demandé par le chef de file de l'opposition de donner un avis général de l'opposition. Nous avons constaté avec vous le changement de gouvernement. Un nouveau Premier ministre qui est un ancien ministre du président Compaoré. Nous avons suivi avec vous également la liste des membres du gouvernement. Certes, il y a quelques changements. Nous pouvons dire que le gouvernement est resté intact. Il n'y a pas beaucoup de changements. Nous constatons plutôt que c'est une chasse aux sorcières. Je crois qu'il faut respecter la mémoire du Salif Diallo. Nous avons constaté que ces hommes ont été chassés du gouvernement. Nous avons également constaté le départ des Pro Simon. Nous pouvons peut-être, à tort ou à raison, conclure qu'aujourd'hui le président Roch s'affirme en disant « c'est mon gouvernement, c'est son gouvernement lui ». Nous pensions à un gouvernement plutôt d'union. Nous n'avons pas été consultés, nous n'avons pas été concertés. Nous ne voyons pas de changement significatif qui présage un changement de gouvernance au Burkina Faso. Si au niveau de la sécurité, un certain Compaoré Séni, qui est un ancien gendarme à la retraite, a été appelé en rescousse, on peut dire qu'il a encore du reste pour ce qui concerne sa spécialisation dans la sécurité. Mais pour ce qui concerne la défense, vous l'avez constaté, vous et moi-même, qu'il s'agit de Si Chérif, un ancien journaliste comme vous. Quelle qualification il a pour diriger un ministère comme la Défense? Je ne peux que prier Dieu pour qu'il donne courage et qu'il puisse s'entourer de spécialistes afin qu'il puisse gouverner et diriger ce ministère-là. Et je pense que nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits. Quand on sait encore que c'était un homme qui était à la base de l'exclusion après les événements du 30 et 31 octobre par une loi que tout le monde regrette aujourd'hui, on se dit réellement, est-ce que ce gouvernement ira à la réconciliation? Et s'il n'y a pas de réconciliation, nous aurons du mal à gouverner ce pays. Pour nous, parti d'opposition, s'il y a un apport qu'il faut pour que ce gouvernement réussisse, afin que les armes se taisent, afin que l'économie soit relancée, nous sommes toujours prêts. Nous ne sommes pas prêts pour aller à la compromission. On parle de politique internationale maintenant et direction la République démocratique du Congo où Félix Tshisekedi, le président élu, a prêté serment ce 24 janvier. C'est la première fois qu'il y a une passation de pouvoir pacifique en RDC. C'est dire à quel point cette journée est historique pour ce pays. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Passation de pouvoir historique en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, désigné président par la commission électorale après le scrutin du 30 décembre dernier, a prêté serment sur la Constitution et reçu cet après-midi des mains de Joseph Kabila, président sortant, les symboles du pouvoir. Des milliers de personnes se sont rendues au Palais de la Nation, siège de l'actuelle présidence à Kinshasa, pour suivre cette cérémonie qui a duré une bonne partie de la journée. Félix Tshisekedi, ancien opposant à Joseph Kabila, a été élu au détriment d'un autre opposant, Martin Fayoulou, qui revendique lui aussi la victoire et accuse le président sortant de s'être entendu secrètement avec le nouveau dirigeant de la RDC.
Retour au Burkina Faso avec cette grande mobilisation des élèves. Ils étaient des milliers à marcher de leurs écoles, d'où ils ont convergé au ministère de l'Éducation nationale pour dire non à la suspension des évaluations décidées par la CNSE depuis le 3 décembre 2018. Rémi Lambert-Nébier. Venus des différents lycées et collèges de la ville de Ouagadougou, par groupe de centaines, ils ont convergé vers le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation avec un slogan unique. Depuis le début de l'année, on fait les devoirs, on ne prend pas les copies, on n'a pas de notes et le deuxième trimestre, on ne fait pas de devoirs. Donc, on ne peut pas venir à l'école, venir recopier les leçons seulement, c'est pas sérieux. Et puis, il y a l'examen qui approche, donc c'est pas, on veut nos copies. Les ministres qui sont devant là, ils n'ont qu'à nous donner nos... Ils n'ont qu'à faire qu'on gagne nos bulletins et puis qu'on fait nos devoirs. Rassemblés en milliers devant le ministère du tutelle, ils ont exigé à être écoutés avant de quitter les lieux. Ils seront reçus par le secrétaire général du ministère, à qui ils ont adressé leur requête à l'endroit du futur gouvernement. À partir d'ici, interpeller le Premier ministre qui a été nommé, que nous ne sommes pas prêts à recevoir quelqu'un qui viendra dire qu'il vient d'arriver, qui viendra dire qu'il est nouveau, qui ne connaît pas la crise qui est au niveau du système éducatif. Que nous voulons un ministre que lorsqu'il va arriver, que les problèmes, que les évaluations puissent le prendre dans les différents établissements de la ville du Burkina. L'association des élèves du secondaire de Ouagadougou AISO a également exprimé son mécontentement à l'endroit des responsables de leur établissement qui, selon elle, ont tenté de briser la manifestation du jour. Nous avons décidé d'être dans les règles, mais si nous déposons nos préavis, et on constate que non seulement les proviseurs refusent de nous donner l'accès aux salles pour expliquer le bien fondé de notre mot d'ordre, mais passent en même temps dans ces mêmes classes et disent aux élèves qu'il n'y a pas cours demain, sans les expliquer les raisons pourquoi il n'y a pas cours. Nous pensons que c'est inacceptable. Et nous pensons que vous avez interpellé la direction régionale afin qu'ils interpellent ces chefs d'établissement. Si d'aventure nous ne déposons pas de préavis, que l'heure viendra évidemment à leur niveau. Cela fait 2 mois que des évaluations ne sont plus faites dans les établissements publics du Burkina, suite à un mot d'ordre de la coordination nationale des syndicats de l'éducation pour exiger du gouvernement le respect d'un protocole d'accord signé en janvier 2018. Et cette autre crise, toujours dans le secteur de l'éducation, mais cette fois-ci, ça se passe à Bobo-Dioulasso, où un enseignant s'est fait agresser par des parents d'élèves. Résultat, tout le personnel de la circonscription de l'éducation des bases de Bobo 1 est en grève. Que s'est-il réellement passé? Arsène Konitandé revient sur la chronologie des faits. Tout se passe comme si l'on était au cinéma avec la classe de CE2 de l'école Farakan A comme salle de ciné improvisée. Pour la grande première de cette fiction, 4 acteurs principaux, 2 enseignants, un élève et son père. Le décor est très vite planté. À 12 h, le film peut enfin commencer. Norbert Bouddha, l'instituteur, sonne la fin des cours de la matinée. Isia Kassanon, élève dans sa classe, enjambe les tables bancs pour entrer chez lui. Une table se brise et l'enfant se blesse grièvement au genou. Joint au téléphone, son père se rend à l'école, l'adrénaline monte et les actions s'accélèrent. Il faut venir parce que votre enfant est blessé. 30 minutes après, à 12 h 30, il arrive accompagné d'un de ses amis. Il me salue et puis il commence à m'agresser. En venant, ils ont rencontré leur enfant transporté par ses camarades pour aller à la maison. Est-ce que selon moi, étant enseignant, est-ce que c'est normal? Il prend le morceau, la brisure de la table là, que je te tue tout de suite. Que j'ai quelque chose dans ma porte, tu t'as mis, je te tue tout de suite, il n'y a rien. Après les menaces du père de l'élève Isia Kassanon à l'encontre de l'enseignant, le film ne s'arrête pas là pour autant. Les séquences qui vont suivre sont tout aussi rocambolesques. Après, il me serre l'école, il me prend, il jette dehors comme un objet. Je suis allé me vautrer par terre. Un de mes camarades, Sia Bruno,
qui est sorti de sa classe pour venir savoir ce qui s'est passé. Le père nommé Sano Seydou dit qu'il n'a rien à voir ici. Il prend le morceau de la table là, qui le tue tout de suite. Alors il commence à lui donner des coups de poing. Et vraiment, mon collègue Sia Bruno est gravement blessé et aujourd'hui il est à l'hôpital pour des soins. Dans la matinée du 24 janvier, c'est toute la circonscription de l'éducation de base du Bobo 1 qui est en débrayage pour protester contre les violences faites à leurs collègues. C'est une manière pour nous de manifester notre mécontentement face à ces actes-là. La lutte se poursuit. Il faudrait qu'on apprenne qu'on a arrêté les fautifs pour que nous soyons satisfaits. Parce que jusque-là, on n'a pas appris quelque part qu'ils ont été arrêtés. Nous voudrons qu'on les arrête. Pour le moment, on va s'informer au jour le jour. Nous sommes en débrayage. Le débrayage, c'est une forme de lutte. On se donne les informations pour la conduite à venir au jour le jour. Aux dernières nouvelles, le second enseignant serait blessé au cou et à l'œil. Des examens médicaux ont été effectués par ce dernier. Une plainte a également été déposée au commissariat central de Bobo-Dioulasso contre Seydou Sanon, le père de l'élève. Et pour terminer, depuis 2015, l'ONG Kata Charity a mis en place un programme d'appui aux collectivités territoriales, un programme en faveur des personnes vulnérables. Celles de la commune de Waïgouya ont bénéficié d'un don de matériel de plus de 9 millions de francs CFA. Le compte rendu de Roméo Koeta. 12 vélos, 10 tricycles pour personnes handicapées moteurs, 5 machines à coudre, 2 charrettes et 2 charrures. C'est le don de l'ONG Kata Charity aux personnes vulnérables de la commune de Waïgouya. D'un montant de plus de 9 millions de francs CFA, ce geste s'inscrit dans le cadre du programme de soutien aux collectivités territoriales initié par l'ONG depuis 2015. Il permet aux communes de répertorier les personnes les plus démunies de la localité tout en dressant la liste de leurs besoins comme l'a fait la municipalité de Waïgouya. C'est donc un maire heureux qui a assisté à la remise des équipements à ses concitoyens. La remise de tout ce matériel après le regard, il contribuera à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires. C'est en cela que nous l'apprécions très positivement et à sa juste valeur. Nous remercions vivement et du fond du cœur de la Charité pour ce geste qui témoigne d'un deal de solidarité envers notre commune et l'ensemble de ses habitants. Au nombre de 35, les bénéficiaires sont composés essentiellement de personnes handicapées moteurs et de personnes démunies. Ils estiment que ce don viendra améliorer leur quotidien. Nous sommes très contents et remercions le Tout-Puissant pour nous avoir permis d'avoir ce don. Après Dieu, nous remercions Kata Charity. Ce don nous sera très bénéfique. À travers ce don, Kata Charity entend renforcer les capacités des groupes les plus vulnérables, non seulement pour leur permettre de se prendre en charge, mais aussi leur permettre de contribuer au développement socio-économique de leur commune. Maria Moudraogo, représentante de l'ONG, exhorte les bénéficiaires à faire bon usage du matériel reçu. Pour ces actions de solidarité en faveur de sa commune, le maire Boïman Basile Ouedraogo a décerné une attestation de reconnaissance à l'organisation caritative. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30, pour une autre session d'information. Merci de votre fidélité.